Voilà, alors lors de la dernière leçon, nous étions arrêtés dans les années 30. On s'était intéressé aux cités-jardins à cette époque où la pression foncière fait que dans le département francilien ou l'ex-département de la Seine, on commence à urbaniser les coteaux autour de Paris et donc la ville commence à monter sur ces coteaux. Ici, on va aller plus loin, on va s'intéresser à une période un peu plus proche de nous, les années après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle les 30 Glorieuses à peu près, donc 45-75, qui sont la période où on a construit ce qu'on appelle les grands ensembles de logements. Donc c'est une grande période de construction, et l'objectif était évidemment la reconstruction de la France, donc la reconstruction notamment industrielle de la France, et pour cela il fallait beaucoup de main-d'œuvre, et donc il fallait loger en masse les gens. Donc il y a eu une grande politique pendant une trentaine d'années autour de ces grands ensembles. Donc on va, et il se trouve que ces grands ensembles vont aller plus loin que les cités-jardins, puisqu'ils ne vont pas s'arrêter aux coteaux, ils vont s'implanter sur les plateaux. Donc ils vont permettre une urbanisation, ce qu'on appelle un petit peu dans les champs de betteraves, même si c'est pas vrai, mais ce que l'on connaît aujourd'hui avec les grandes gares de TGV, qui sont construites un petit peu au milieu de nulle part. Et c'est aujourd'hui, évidemment, si on visite et si on va se promener un petit peu voir les grands ensembles, on constate qu'autour, évidemment, l'urbanisation a galopé. Mais dans ce que je vais vous raconter, à l'époque, les grands ensembles sont pratiquement construits au milieu de nulle part. Pas tous, évidemment, mais pour une bonne partie. Donc évidemment, la problématique de l'époque, c'était loger en masse, loger collectivement et en même temps offrir à l'habitant un habitat moderne, modernisé, puisqu'on est après la Seconde Guerre mondiale, et donc offrir quand même un espace habitable correct. Donc il y avait évidemment, il y a toujours ce débat dans le logement entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel, entre l'habitant et évidemment la mairie qui construit à un moment donné des logements. Ici on voit Paris, et donc je vous parlais donc des cités-jardins, donc vous voyez les points qui sont ici. Donc c'est à peu près les cités-jardins qu'on avait construits autour de Paris. Et donc on voit qu'à peu près donc, les grandes patates ici représentent en fait les grands plateaux qui structurent l'espace francilien. Et on voit ici une double couronne. Donc là, la grande couronne et la petite couronne des forts qui enserrent Paris. Et ici, vous avez le périphérique. Donc ici, évidemment, hein, vous avez la Marne et ici, vous avez la Seine. Et puis, vous avez l'ancienne enceinte des fermiers généraux. Et ça, c'était l'ancienne enceinte de Thiers. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc, à peu près, les cités-jardins commençaient à coloniser les coteaux. On le voit très bien ici, vers Bagneux et vers Cachan. Voilà. Donc là, on est sur, on a mis donc les grands ensembles, vous voyez, donc les petits carrés noirs qui représentent à peu près une trentaine de grands ensembles qui ont été construits sur les 150 à peu près recensés. Et l'idée, c'était de montrer deux choses sur cette carte. C'était de montrer le voisinage de ces cités avec les forts, puisque très souvent, on le verra, les terrains utilisés ont été des terrains militaires, reconvertis à vocation civile. Et deuxièmement, l'idée, c'était de montrer que ces grands ensembles se sont implantés souvent sur les plateaux. Donc c'était plutôt une carte de voisinage pour essayer de montrer les deux grandes caractéristiques des grands ensembles. L'autre, c'est évidemment de donner une image ou l'imaginaire qu'il pouvait y avoir dans cette période des 30 Glorieuses, et donc qui donnait une image à peu près cohérente du département de la Seine. On peut imaginer que, même si ce n'est pas totalement vrai, que la grande ceinture de Fort, la deuxième ceinture de Fort, représente à peu près l'ancien département de la Seine. Pour ceux qui connaissent, vous savez, il y a une petite ceinture militaire, donc un chemin de fer qui tourne ici, et il y a un chemin de fer ici qui tourne et qui relie la grande ceinture des forts à la petite ceinture des forts. Voilà. Voilà, alors pour cette
petite leçon, je vous ai proposé donc 3 repères, ce que je fais à chaque fois. Donc les 3 repères, c'est de se poser la question de la propriété. C'est des repères très simples, hein. C'est des repères qu'on peut appliquer autant en salle, dans un cours, qu'on peut appliquer évidemment in situ. Le deuxième repère, ce sera celui de la localité, s'interroger sur la place de ce logement dans sa localité, et ensuite de savoir quel est l'imaginaire qui est convoqué. Donc, pour le premier repère, celui de la propriété, on a pris l'exemple des Courtilières, ici. Donc, qui est un logement, enfin des logements, un grand ensemble construit par Émile Alliot dans les années 58. Il y a à peu près 1500 logements au milieu d'un parc de 4 hectares. Et on a pris cet exemple pour essayer d'expliquer l'idée de la propriété. Alors, quand vous visitez des logements, il y a 2 questions qu'il faut... Quand vous vous promenez ou vous allez juger d'un projet de logement, il y a 2 questions évidemment qu'il faut se poser. C'est qui était le précédent propriétaire du terrain. C'est évidemment ce qui va donner une grande tournure à ce qui va se passer après. Alors ici, vous êtes tout à côté du fort d'Aubervilliers. Il y a la limite communale entre Pantin et Aubervilliers qui est ici. Et entre les deux, ce bout de terrain militaire a été cédé à Pantin. Et donc c'était un terrain situé... bon, on a mal dessiné un petit peu, mais il y a un grand plateau ici, mais le grand plateau de Montreuil se décline en un deuxième petit plateau sur lequel est positionné le fort, et évidemment qui surveille Paris et qui surveille les autres forts. Et il y avait ce terrain en friche, laissé un terrain non constructible, puisqu'autour des forts, il y avait toujours une politique de zones non édificantes, de zones sur lesquelles on ne pouvait pas construire, puisque les militaires pensaient que si on construisait au pied des forts, évidemment que ça devenait gênant et que ça devenait comment dire, ça permettait notamment la prise d'assaut des forts. Voilà. Alors on sait qu'il y a eu la Commune à Paris et que les forts, notamment le fort du Mont-Valérien, a joué un grand rôle. Et donc, on maintient la ville à l'écart des forts. On les maintient à distance pour qu'il y ait une zone, un no man's land comme à Berlin. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est une question beaucoup plus concrète, c'est jusqu'où peut-on rentrer dans l'îlot, donc jusqu'où peut-on s'approprier l'espace du logement. Une des choses les plus importantes, c'est de savoir jusqu'où va l'espace public, jusqu'où puis-je aller et rentrer à l'intérieur de l'îlot. On voit ici donc les barres de logement des Courtilières. La barre fait à peu près plus d'1 kilomètre. Donc il y a 1500 logements et vous voyez un petit peu ce serpentin ici qui est donc placé en plein milieu d'un terrain complètement plat, une pure horizontale, un espace totalement neutre puisqu'il n'y a aucun mouvement de terrain. Et Émile Alliot a construit ces serpentins. Alors vu évidemment d'avion, ça paraît assez énigmatique. Pourquoi on a plutôt l'habitude des barres et des tours qui sont des grandes barres et des grandes tours. Ici, on a vraiment un serpentin assez inhabituel. Et en fait, Émile Alliot a cherché à chaque fois à reconstituer des petites chambres urbaines. C'est ce qu'il appelait... Enfin, c'est ces termes de l'époque. Des petites chambres urbaines, c'est-à-dire des sortes de petites cours qui redonnent une sorte d'urbanité un petit peu locale. Voilà, et qui pourraient être des petits espaces d'appropriation au pied des cages d'escalier. Le deuxième repère qui est important quand on étudie le logement, c'est celui de la localité. C'est de savoir où se situe ce logement, et est-ce qu'on peut le voir et être vu. Est-ce qu'on peut le voir et est-ce que quand je suis dedans, est-ce que je suis vu? Les 2 questions qu'elle il faut se poser, c'est évidemment la question du locataire, puisque chaque cité a accueilli, et ça dépend des périodes, hein, je vous parle des 30 Glorieuses, donc il y a eu plusieurs
plusieurs périodes, mais il y a eu des périodes où on a logé en masse les rapatriés d'Algérie, il y a eu des périodes où on a logé les ouvriers pour fabriquer les autoroutes, enfin pour construire les autoroutes franciliennes. Il y a eu aussi à Poissy pour l'usine automobile, donc pour loger en masse les ouvriers de l'usine automobile de Renault. Donc il y a toujours une vocation, le grand ensemble s'adresse à un certain type de population. L'autre question, c'est cet espace est-il localisable? Je parle de ça puisqu'on a déjà vu un petit peu avec les courtilières, on n'arrive plus du tout à savoir, quand on est dans un grand ensemble, où on est. C'est le problème de l'espace un petit peu moderne, tel qu'on l'a vu, il est neutre. On a du mal à voir où est le nord, où est le sud, alors que dans une ville médiévale, vous rentrez dans n'importe quelle ville médiévale, vous vous laissez aller, vous tomberez toujours sur la grande place au pied de l'église. Donc c'est instinctif. Or, dans l'espace moderne, tel que l'ont conçu les grands ensembles, c'est un espace neutre, donc il n'a pas d'orientation. Et sa seule orientation, évidemment, c'est de savoir, puisque là, ça s'implantait ici. C'est le deuxième exemple que je vous présente, qui est aussi un exemple d'Émile Alliot, mais qui a lieu à peu près 20 ans après, qui est la cité Pablo Picasso, à Nanterre, dit les Tournuages, donc je pense que vous devez les connaître, enfin on montrera une image après, qui fait partie aussi du démantèlement d'une grande emprise militaire, puisque pratiquement le tiers, et puis tout ce qui donnera la défense, était un grand terrain militaire qui a servi à l'aviation pendant quelques années, et qui a surtout servi comme friche de chantier pour les expositions universelles. Il fallait bien mettre à un endroit les matériaux. Donc, encore une fois, quand on arrive dans les années 70, on a un terrain disponible, libre. Il y a même eu, Malraux avait conçu à cet endroit-là un projet qui n'a pas vu le jour, mais qui était un Versailles intellectuel, où il mettait plusieurs écoles, une école d'architecture, une école d'art plastique, et il faisait un énorme projet sur lequel, à cet emplacement, il mettait des logements un peu significatifs qui devaient être vus de Paris et qui devaient être la proue de ce Versailles intellectuel. Ce projet a été avorté après 68, après 58, pardon. Et la mairie de Nanterre a récupéré ce terrain. Et à cet emplacement où il était prévu des logements, ils ont choisi de faire des logements sociaux. Donc on est dans une mairie communiste, et donc les logements sont conçus un petit peu comme un château fort social. Donc l'idée d'affirmer la présence à un moment donné et une protection pour cette main-d'œuvre ouvrière. Alors on n'a pas pu trouver de photos où on pouvait vraiment localiser les Tournuages par rapport à Paris, mais on a dessiné une carte, puisque pour localiser les Tournuages, il faut reprendre un petit peu la coupe topographique de Paris, voir qu'il y a les méandres de la Seine avec la boucle de Boulogne. Évidemment, il y a le grand parc de Boulogne qui n'est pas construit et donc qui permet d'avoir la vision directe sur la Tour Eiffel. Juste derrière, évidemment, il y a la Défense. Donc aujourd'hui, c'est assez facilement repérable puisque la Défense est une icône de Paris. Donc maintenant, aujourd'hui, on dirait que les Tournuages sont au pied de la Défense. Mais évidemment, au moment où on l'a construit, on l'a plutôt construit comme un vis-à-vis par rapport à la Tour Eiffel. On voit ici le plan des 18 tours qui sont réparties au milieu d'un grand parc. Et on voit à peu près la forme ondulée des tours qui rappellent un petit peu les serpentins en plan qu'on avait vu précédemment aux Courtilières, mais qui ici, il le joue en élévation. Alors pourquoi fait-il cela? Parce que le problème, c'est il se pose la question, si j'habite là, au 5e étage, et que la fenêtre de ma chambre est ici, comment je vais pouvoir me repérer et localiser mon appartement par rapport à un autre? Et donc il va installer donc des fenêtres rondes, mais vous voyez qu'il y a certaines fenêtres qui sont en forme de larmes et qui permettent, alors on ne le voit pas trop sur la photo parce qu'on est assez loin,
mais quand on est au pied, elles sont très facilement identifiables. Donc c'est des fenêtres qui d'ailleurs posent beaucoup de problèmes aujourd'hui dans la réhabilitation. Voilà, mais qui sont très très élégantes, des fenêtres pivotantes en forme de larme, ce qui est assez rare. Et il a mis, donc non seulement il a conçu ces bâtiments avec des formes chacune différentes, et il a fait des mosaïques de couleurs avec sa femme, qui a dessiné à chaque fois donc des nuages qui passaient derrière comme si les nuages passaient devant les tours, et donc a fait une œuvre qui permettait de localiser où j'habite, dans quelle tour, dans laquelle des 18 tours j'habite. Une des choses assez significatives, c'est aussi de se repérer et de s'approprier l'espace alentour, puisqu'on a vu que le principe des grands ensembles, c'était avant tout habiter une horizontale. Et donc lui va essayer de remettre des jeux et des mouvements de terrain pour qu'au niveau du sol, on voit ici les enfants qui jouent, cet enfant-là ne voit pas l'autre enfant. Donc il y a création, encore une fois, de ces petites chambres urbaines qu'on voyait déjà. Et donc il va faire des mouvements de terrain qui va permettre, à un moment donné, de pouvoir retrouver des lieux d'intimité. Mais il se trouve qu'on pourra quand même avoir un vis-à-vis, les parents pourront continuer à surveiller les enfants, parce que dès qu'on est en hauteur, évidemment, ces petits mamelons cachent quand on est sur le sol, mais on est vu quand on est dans les étages. Voilà. J'oubliais quand même la chose la plus significative des grands ensembles, c'est de construire un espace qui n'a pas de cour. C'est la deuxième grande caractéristique. Il y a l'horizontale, soit l'horizontale d'un plateau, soit on verra l'horizontale d'une dalle. On verra ça dans les années 60 après. Mais en tout cas, ici, on a tout l'imaginaire des tours, mais bon, là je précède mon propos, mais ce sera de construire un espace qui n'a pas de cour. Voilà, contrairement à la ville médiévale qui n'est faite que de cours enchâssées les unes à côté des autres. Je parlais déjà d'imaginaire, puisque je parlais des cours. Donc le troisième repère, c'est celui de l'imaginaire. Il faut toujours essayer de se resituer. Alors c'est pas forcément facile. Il faut de temps en temps aller chercher un peu de documentation. Mais c'est de se poser la question de l'imaginaire de l'époque. Pourquoi fait-on tel logement à cet endroit, à ce moment-là? Donc c'est essayer de retrouver l'imaginaire à l'œuvre à l'intérieur de ces grands ensembles ou de ces logements. Et ensuite, évidemment, se resituer à l'époque. Qu'est-ce qui était imaginable comme rêve de l'époque? Alors, je vous ai dit que c'était les 30 Glorieuses. À l'époque, évidemment, c'est les États-Unis qui dominent l'imaginaire mondial. On pense autour de Manhattan, on pense autour de New York, et on pense à ces villes qui sont dévolues à la voiture et qui permettent de relier un endroit à un autre avec 2 ou 3 virages, simplement, contrairement aux villes européennes, aux vieilles villes européennes qui s'adaptent très difficilement à la voiture. Donc ici, pour essayer d'expliquer l'imaginaire d'une époque ou l'imaginaire des 30 Glorieuses, il y a eu une carte assez manifeste qui était le recensement de tous les îlots insalubres dans Paris. Donc là, on a zoomé un peu sur Paris, on a quitté l'enceinte du Grand Paris, et on voit à peu près la vingtaine d'îlots insalubres, donc ce qui donnera la gare Montparnasse, ce qui donnera les tours du 13e, voilà, et notamment l'îlot le plus célèbre, l'îlot insalubre numéro 1, qui était celui qui a donné le centre Pompidou. Et donc là, on était vraiment sur des îlots et des habitats de type médiéval, avec des cours, des courettes, des îlots très renfermés sur eux-mêmes, et qui évidemment commençaient à dépérir. C'était des foyers évidemment d'insalubrité totale. Et donc la ville de Paris choisissait de remplacer ces îlots évidemment par de la modernité, de l'air et de la lumière. Donc ça a été à un moment donné un moyen de récupérer du terrain et de transformer Paris pour
ouvrir Paris à la voiture et à son époque contemporaine, moderne. Voilà, donc on a vu rapidement, très rapidement brosser donc les trois repères. La propriété, que j'ai décliné en espace appropriable et en se posant la question de qui est propriétaire. J'ai fait la même chose avec la localité, qui est locataire et est-ce que l'espace est localisable. Et j'avais fait pareil avec l'imaginaire, qu'est-ce qui est imaginaire et qu'est-ce qui est imaginable. Donc là, l'idée c'est de zoomer sur Paris et de s'intéresser au quart sud-est, puisque on a vu très rapidement, je ne peux pas refaire l'histoire des grands ensembles, en une demi-heure c'était trop court, mais donc on a vu que c'était un espace horizontal dans lequel il n'y avait généralement pas de construction, donc il n'y avait pas de passé. Et donc on pouvait pratiquement faire ex nihilo, créer une ville nouvelle. Or, à partir du moment où on se pose la question dans Paris, on n'est plus du tout dans un espace neutre, on est dans un espace historique où tous les tissus se mélangent et tous les strates historiques se mélangent. Donc pour nous rapprocher progressivement en fait, de l'étude de cas, donc le premier tissu qu'on avait pris, donc là on a le quart sud-est de Paris. On voit ici le POPB et puis ici la très grande bibliothèque. Le premier tissu, évidemment, puisque ici, c'est à peu près la limite de l'enceinte des fermiers généraux. Donc, c'était l'enceinte du bourg de Paris. Et ici, ça s'appelait le faubourg, puisqu'on était évidemment de l'autre côté de la muraille. D'ailleurs, c'est pour ça que les rues changent de nom quand elles passent la limite, quand elles passaient l'octroi. Et donc, c'était un tissu qui était agricole et qui était issu donc des pratiques médiévales de l'agriculture, qui était la politique de l'assolement. Alors je fais juste de la citer, mais l'assolement triennal, c'était le principe de dire que si on exploite en masse, ou si on cultive un champ à chaque fois avec la même céréale, le champ s'épuise. Donc on avait compris qu'il fallait mettre en jachère tous les 3 ans un champ pour qu'il se régénère, et que l'année d'après, il fallait mettre des céréales d'hiver, et l'année d'après, il fallait mettre des céréales d'été. Donc en fait, les communes qui possédaient ces terrains avaient fait un partage communal, et chaque agriculteur possédait 3 ou 4 parcelles, enfin 3 ou plusieurs parcelles, mais au moins 3, qui puissent lui permettre, évidemment, chaque année, d'avoir une production. Et donc de pouvoir varier sa production. Donc cet espace, comme il en fallait beaucoup, on a construit des espaces en lanière, très fins, très étroits, qui correspondaient évidemment au tracé du labour. C'était quelque chose de très simple. Au fur et à mesure du temps, on a installé une petite maison, et puis un appentis autour d'une cour, et petit à petit s'est installé à proximité de Paris un tissu industriel et artisanal qui s'est mis à récupérer ces petites lanières avec une entrée sur la rue et une enfilade de cours intérieurs dans lequel on pouvait avoir une activité bruyante et qui ne gênait pas évidemment la rue. Et on pouvait avoir une boutique qui avait pignon sur rue. Donc ça, c'est un des premiers tissus parisiens un petit peu remarquables de cette couronne. Alors, en termes évidemment d'espaces appropriables, c'est des espaces qui sont assez remarquables, puisqu'on voit ici un vélo. On imagine assez facilement les enfants jouer et qui puissent s'approprier l'espace. On peut facilement imaginer faire des petites plantations, et on peut facilement imaginer qu'on est dans un tissu qui rappelle assez la maison individuelle, en tout cas avec un espace appropriable, qui n'est évidemment pas privatif, mais qui est collectif, qui est partagé par l'ensemble des habitants, mais qui offre évidemment un espace de calme complètement différent de celui de la rue. Donc un espace tampon entre la maison dans laquelle je suis dans un espace privé, la rue ici dans laquelle je suis dans un espace public, et au milieu une sorte d'espace partagé. Sur la localisation, évidemment, ces parcelles à l'époque médiévale, le problème c'est que pour construire ces champs, il fallait évidemment utiliser un repère, et très souvent on utilisait le repère du clocher de l'église. Et donc quand on a très souvent fabriqué ces lanières, ceux qui ont découpé ces champs, eh ben, il suffisait de regarder l'église et y tirer une grande diagonale,
enfin une grande ligne, et ce qui permet très souvent dans ces tissus d'avoir au bout de ces rues des monuments qui permettent de nous repérer dans la localité, de savoir à quelle distance on se situe du centre-ville. Et sinon, par rapport à l'imaginaire, je vous l'ai déjà un peu parlé avec la politique d'assolement, on était dans des pratiques un peu médiévales où on essayait évidemment de limiter la culture extensive. Un deuxième exemple ici, c'est la ceinture rouge autour de Paris, c'est les HBM. On se retrouve un petit peu, alors là on est dans les années 30, on se retrouve un petit peu comme les grands ensembles, mais 30 ans avant. La dernière ceinture, enfin la dernière fortification de Paris, qui était l'enceinte de Thiers, commence à être démolie à partir de 1919. Et donc la ville de Paris commence à se réapproprier cet espace, elle devient propriétaire d'un nouvel espace. Et elle récupère une zone qui était encore une fois une zone non édificandie, une zone sur laquelle on n'avait pas le droit de construire, puisqu'il y avait donc une fortification, et devant les fortifications, il y avait un terrain de 250 mètres, un no man's land, encore une fois comme à Berlin, dans lequel on n'avait pas le droit de construire. Donc ils se retrouvent avec un terrain vierge qui fait 35 km de long, qui ceinture tout Paris, et ils ont l'idée de se réapproprier ce qui se passe actuellement en Angleterre, qui est, enfin, surtout au 19e en Angleterre, qui est l'idée des villes à la campagne, donc des villes-jardins. Et donc ils vont implanter toute une ceinture autour de Paris, où on va mêler équipements, donc des stades, avec évidemment de l'habitat. Et donc on va inventer ce qu'on appelle les HBM, donc les habitats bon marché, avec un modèle de cour ouverte. On a vu que dans le tissu faubourien, les cours étaient fermées et les cours étaient enchâssées les unes dans les autres. Ici, la cour commence à s'ouvrir. Voilà. Donc on a un imaginaire ici de Paris qui se construit une couronne entre deux tissus qui sont déjà bien constitués, qui sont déjà bien organisés. Et on sait maintenant que on sort de Paris non plus au moment où on passe les fortifications, mais au moment où on passe cette ceinture rouge. On appelle ça une ceinture rouge, puisque c'est... Bon, là, évidemment, la brique est jaune, mais parce que les constructions sont faites en briques et souvent à une dominante rouge. Alors évidemment, là, il y a une dominante jaune. Voilà. Donc on voit ici le modèle de cette cour, qui permet évidemment à l'air et à la lumière de pénétrer. Les années 30, c'est l'époque où on fait la carte des îlots insalubres. Donc c'est là où on commence à se dire qu'il faut laisser rentrer l'air et la lumière à l'intérieur des logements. Très souvent, on met les cuisines sur ces courettes et avec le fameux garde-manger qu'on voit encore. Évidemment, il n'y avait pas encore le frigidaire. Et on est donc dans un espace qui est à peu près appropriable par l'habitant, mais on voit que toutes les fenêtres sont à peu près anonymes, mais qu'on peut mettre des fleurs à sa fenêtre, on peut mettre des rideaux à sa fenêtre. On peut quand même, dans un minimum de temps, s'approprier le lieu, mais évidemment, comme a priori les gens sont locataires, ils ne sont là que de passage, a priori, dans leur parcours résidentiel, on peut supposer qu'ils ne restent là que 5-6 ans, et puis après, ils vont ailleurs. Donc en fait, il fallait offrir l'image d'un logement sur lequel il y ait une uniformité, et il y ait simplement quelques petits critères d'appropriation. Sur la localisation, on se retrouve avec des cours semi-ouvertes, puisqu'on les voit là ici sur les rues, et on retrouve un petit peu ce qu'on a déjà vu sur les grands ensembles, cette idée de covisibilité entre les logements et la cour. Voilà. Et puis sinon, l'imaginaire, c'est évidemment l'imaginaire hygiéniste, l'air et la lumière, c'est donner à tous la possibilité d'avoir un logement décent, avec évidemment tout le confort moderne, donc à l'époque l'arrivée des cuisines à l'intérieur des logements et de la salle de bain. Là, on se situe 30 ans après, dans les années 60, on est sur un des îlots insalubres, dans le 13e arrondissement, et on va construire les Olympiades. On verra la photo après. Donc c'est un espace, on n'est plus sur une friche militaire, on est sur
sur un quartier qui menace ruine, et donc on peut se l'approprier, on peut exproprier. Et donc la mairie va exproprier et va faire un grand quartier qui aujourd'hui est devenu un peu un Chinatown. Et comme on n'est pas sur un plateau et qu'on va démolir intégralement les îlots de logement, on va se retrouver sur une grande horizontale, sur un grand chantier horizontal, et on va construire une dalle. Sur cette dalle, on va venir mettre, évidemment, le grand modèle de cette époque qu'on a déjà vu un peu dans les grands ensembles, c'est le modèle américain. On va construire des barres et des tours. On va avoir, par contre, on va adapter le modèle américain à la française, c'est-à-dire qu'on va faire une dalle qui va être piétonne, exactement ce qu'on connaît à la Défense, une dalle piétonne sous laquelle il y a tout le réseau, soit routier, soit ferré, qui peut passer dessous. Et donc, on construit une sorte de modèle américain, mais à la française. Donc on voit ici, un petit peu comme chez Émile Alliot, un espace à peu près neutre, sur lequel il y a des espaces appropriables, donc par des espaces communs qui peuvent servir à l'ensemble des habitants. Mais on voit qu'on est dans un tissu difficilement orienté, on n'arrive pas à identifier la différence qu'il y a entre chaque tour. Et donc il y a un anonymat généralisé, on peut difficilement pointer où on habite, on peut difficilement s'approprier le lieu. Et évidemment, ces espaces qui à l'époque étaient prônés comme des espaces piétons relativement agréables, évidemment le modèle s'est un peu effrité au cours des ans. Sur la seule manière de se localiser, puisque les tours sont assez hautes, on les voit à peu près de partout, et plus on prend du recul en dehors de Paris, plus on les voit. Donc la seule manière de se localiser dans cet espace neutre, c'est de monter dans son appartement, où là, effectivement, on a une très belle vue sur Paris, et où on peut se situer et savoir où on est par rapport au centre-ville. Bon, concernant l'imaginaire, on a vraiment le mall américain, sauf que ce n'est pas des commerces, mais dans l'imaginaire, il y aurait pu avoir des commerces, et effectivement construire une ville complètement commerciale, avec la voiture qui passe en dessous, on monte et on se retrouve dans un espace complètement commercial. Dernier exemple, les années 90. Un architecte, Christian de Porzampar, qui a construit la Cité de la Musique, va essayer de mettre en place ce qu'il va appeler l'îlot ouvert. Il va prendre comme modèle le Mont-Saint-Michel. Il va dire, voilà, il y a 3 étapes dans la ville. Il y a une étape, c'est la ville médiévale, la ville plane, médiévale, fermée sur elle-même, comme un escargot. Ensuite, il va dire, ben voilà, il y a eu toute cette époque moderne où on a fait des bars et des tours, avec des grands espaces aérés. Et il dit, mais on peut peut-être quand même en revenir à l'espace en forme de cour, à cette intériorité, à l'intérieur de l'îlot. Mais il va dire on ne peut quand même pas complètement le fermer ni complètement l'ouvrir. Donc il va essayer de mettre un système où il va proposer qu'on ne construise que 50% du périmètre construit de l'îlot et qu'on laisse 50% de perméabilité au regard, à l'air et à la lumière. Et en s'inspirant du Mont-Saint-Michel, il va s'apercevoir qu'en fait le Mont-Saint-Michel, c'est une sorte de ville qui s'est auto-organisée autour d'elle-même et qu'à chaque fois qu'il y a un immeuble haut, en face, il y a un immeuble bas. Et réciproquement. Et donc, il va émettre des règles d'urbanisme totalement nouvelles dans Paris, c'est-à-dire qu'il va permettre à certaines parties de l'îlot de construire au-delà du plafond autorisé à Paris, mais à partir du moment où il y a un bâtiment qui se permet d'être construit plus haut, il y en a un autre qui sera beaucoup plus bas. Et donc, il donne une nouvelle règle d'urbanisme et il définit là une manière de construire des logements qu'il va définir comme étant celui du XXIe siècle. Voilà. On est ici sur la... On n'est plus du tout, encore une fois, sur un terrain militaire, mais on est sur un terrain ferroviaire. On est même plus que sur un terrain ferroviaire, on s'inscrit pratiquement pour la moitié de la ZAC Masséna sur les voies ferrées
qui mène à la gare d'Austerlitz. Donc on invente un terrain, on invente un sol, et donc cette dalle, cette fameuse dalle qui nous servait aux Olympiades pour séparer les piétons des voitures, ben ici, la dalle va servir à séparer le trafic ferroviaire du trafic civil de la ville. Voilà. Et donc là, on a vraiment l'imaginaire de la ville, on ne peut plus dire américaine, même si on verra, on va le voir, même si dans l'aspect des rues, on retrouve un petit peu en réduction ce qu'on pourrait voir à Manhattan, c'est-à-dire des petits immeubles, enfin des petites tours, voilà, en forme de créneau. Et c'est ce qu'il y a assez de manifeste à Manhattan, c'est évidemment chaque tour n'a pas la même hauteur et on a vraiment un crénelage qui définit le ciel. Donc on a un petit peu, et on retrouve même à l'intérieur, donc ici, d'un des îlots, on retrouve même une découpe où on voit que le regard peut traverser. Donc deux choses, il y a un espace appropriable. Alors ici au rez-de-chaussée, les habitants peuvent s'approprier cette petite terrasse. Quand on est promeneur, on peut commencer à avoir des grandes transparences sur la ville et donc on peut continuer à s'orienter, et notamment ici, comme c'est le quartier autour de la très grande bibliothèque, il y a des grandes traversantes qui permettent de se situer par rapport à la très grande bibliothèque. Et évidemment, l'imaginaire, voilà, c'est l'imaginaire de la ville contemporaine, nouvelle, celle qui va se faire, celle de demain. Donc je vais laisser maintenant la parole à Christelle Besser. Donc l'idée, c'est qu'on a vu très rapidement brosser depuis, on va dire, l'époque médiévale jusqu'à maintenant, quelques types de logements ou quelques manières de faire du logement. On a vu que Christian de Portzamparc proposait un modèle qui pouvait être applicable au XXIe siècle, mais bon, ce qui était intéressant, c'était pour une étude de cas, de voir ce qui se faisait aujourd'hui, donc avec une équipe, une agence d'architecture qui s'appelle Tewa Architecte, qui est une agence confirmée, qui a 15 ans d'existence, plus d'une trentaine de bâtiments, qui construit souvent à Paris. Et on va essayer de voir quel est l'imaginaire qu'ils mettent en œuvre aujourd'hui, dans les années 2000-2010. Comment ils s'approprient un lieu, comment ils en parlent, comment ils le regardent, et évidemment sur l'aspect localisable, localité, on va voir, puisqu'on s'est intéressé au quart sud-est, que leur projet s'inscrit dans les faubourgs parisiens, et on va voir comment ils se situent par rapport à ce vieux tissu. Voilà, moi je laisse la parole.